Léonard de Vinci, la Joconde. La Joconde est aujourd'hui l'objet d'art le plus populaire au monde. 20 000 personnes viennent l'admirer chaque jour. Une salle lui est entièrement dédiée au musée du Louvre. Il s'agit d'un petit format, 77 cm de hauteur sur 53 de largeur. Peint à l'huile sur un panneau de peuplier. Léonard de Vinci a utilisé la technique du sfumato. Elle consiste en une superposition de plusieurs légères couches de peinture, ce qui donne au tableau des contours imprécis. L'identité de la Joconde a suscité nombre de débats. De nombreuses hypothèses ont été émises à ce sujet. Il pourrait s'agir de Caterina Sforza, une princesse italienne contemporaine de Léonard de Vinci. Selon d'autres théories, qui insistent sur l'aspect androgyne du visage, le modèle de la Joconde ne serait autre que Salaï, le jeune disciple de Léonard de Vinci, qui a notamment posé pour le Saint Jean-Baptiste. Une théorie majeure a finalement émergé, fondée sur un commentaire rédigé en marge d'un ouvrage de Cicéron par Agostino Vespucci, ami de Léonard de Vinci. Il écrit que le peintre a réalisé 3 tableaux en 1503, dont un tableau de Lisa del Giocondo. Francesco del Giocondo, le commanditaire éponyme du tableau, était un riche marchand de soie marié à Lisa Gherardini. Le second nom du tableau, portrait de Mona Lisa, provient de la contraction du mot italien Madonna, Madame, en Mona. Lisa Gherardini donna 3 enfants à son mari. Ce dernier commanda ainsi un tableau à Léonard de Vinci afin de célébrer la fécondité de son épouse. Néanmoins, le tableau ne quitta jamais Léonard de Vinci, ce qui laisse penser que son commanditaire le refusa. L'historien de l'art Daniel Arras émet une hypothèse concernant la raison de ce refus. Le modèle a les sourcils et le front épilés. Or, à cette époque, seules les prostituées s'adonnaient à une telle pratique. Le tableau est acquis par le mécène du peintre, le roi de France François Ier, qui l'installe dans le château de Fontainebleau. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que la Joconde acquiert sa notoriété. L'œuvre est alors exposée dans le salon carré du Louvre, une pièce réservée aux chefs-d'œuvre. En 1911, le tableau est dérobé par un ouvrier italien, Vincenzo Perugia, qui participait à la mise sous verre des tableaux du musée. L'ayant conservé chez lui dans une valise sous son lit, il tente de le vendre à un antiquaire en 1913. Ce dernier donne l'alerte, ce qui permet à l'œuvre de regagner le musée du Louvre en 1914. Durant les 2 guerres mondiales, le tableau est mis en sécurité. Lorsque la France est occupée par l'armée allemande, Mona Lisa voyage dans le sud du pays, passant de château en château, puis de maison en maison, avant de regagner le musée du Louvre en 1945. Lisa Gherardini est représentée de 3 quarts face, le visage tourné vers le spectateur qui ne peut échapper à son regard. Elle est assise sur une chaise dont on ne perçoit que l'accoudoir parallèle au plan de l'image. Le modèle se trouve très certainement dans une loggia, un élément architectural typique de la Renaissance présent sur les façades des bâtiments. Le parapet situé derrière la Joconde est traditionnellement une frontière entre la figure représentée et le spectateur dans la peinture occidentale. Or, en plaçant Mona Lisa devant ce parapet, De Vinci l'inscrit dans l'espace du spectateur, ce qui constitue une véritable innovation pour l'époque. Le paysage est chaotique. Il contraste entre une partie basse et une partie haute, la transition entre ces 2 espaces étant masquée par Lisa Gherardini. Ce paysage austère contraste grandement avec les représentations académiques des paysages dans les portraits, généralement caractérisés par des espaces verdoyants et agréables. Cela pourrait également constituer un motif de refus de l'œuvre par son commanditaire. Le pont est la seule construction humaine dans le paysage. Selon l'historien de l'art Carlo Pedretti, ce pont est le symbole du temps qui passe, étant donné qu'il implique la présence d'une rivière traditionnellement associée à la symbolique du passage du temps. Daniel Arras voit une similitude entre ce paysage et une carte de la Toscane réalisée par De Vinci vers 1503, représentant le lac Trasimène. L'aspect immémorial du paysage contraste avec le sourire fugitif de la Joconde. Ce sourire est un élément central du tableau qui a largement contribué à la notoriété de l'œuvre. De Vinci est l'un des premiers peintres à réaliser un portrait souriant. Il est possible de citer l'œuvre d'Antonello de Messine, L'homme qui rit, antérieure à celle de Vinci. Cependant, le sourire peint par Antonello de Messine est peu réussi.
il s'apparente plutôt à une sorte de grimace. Il est possible de considérer la Joconde comme étant le premier portrait souriant réussi de la peinture occidentale. Un grand nombre d'hypothèses ont circulé au sujet de ce sourire mystérieux. Pour certains, Léonard de Vinci aurait fait appel à des ménestrels pour divertir son modèle. D'autres pensent que ce sourire a été provoqué par de longues heures de pause. Une autre hypothèse, émise par un professeur en odontologie, s'appuyant sur la présence possible d'une cicatrice sous la lèvre inférieure de la Joconde, postule que son sourire, si particulier, provient d'un traumatisme dentaire. Ce sourire énigmatique participe de l'aura mystérieuse qui entoure le tableau, à l'origine de son incommensurable succès. De nombreuses copies de la Joconde ont été réalisées, notamment par des disciples de Léonard de Vinci. Il est ainsi possible de trouver une Joconde à Isleworth, une autre à Baltimore, au musée du Prado, ou encore dans celui de l'Ermitage. De nos jours, ce tableau évoque surtout l'imaginaire qui s'est construit autour de lui. La Joconde est devenue une icône que le peintre dadaïste Marcel Duchamp n'a pas hésité à désacraliser dans son œuvre Look ou LHOQ. Le mystère plane toujours autour de la Joconde et de son sourire, autour duquel le public continue de spéculer. Le ministre de la Culture André Malraux a lui aussi exposé sa théorie, non sans humour. La Joconde sourit parce que tous ceux qui lui ont dessiné des moustaches sont morts.